Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8, l'actu en direct. Si vous nous suivez à 18h, voici quelques-uns des titres que nous développerons au cours de ce 13 novembre. Leurs bonnets seront blancs, les enseignants se préparent à la grève de demain jeudi et la mobilisation contre les nouveaux rythmes scolaires s'annonce suivie. La lutte contre les arrêts de travail abusifs, l'absentéisme et la désinsertion professionnelle, priorité de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Nous en parlerons avec les invités de cette édition, directeur de la régulation et médecin-chef des médecins conseils. Et puis à suivre tout à l'heure, le témoignage d'Anne-Marie Laroche. Son grand-père était au front en 14-18. À travers de précieux documents, elle transmet cette histoire. Jusqu'à la fin de la semaine se déroule une grande collecte nationale d'archives dans le cadre du centenaire de la guerre. Poulet, mais pas pigeon, le slogan des policiers en colère aujourd'hui. Les policiers yvelinois faisaient partie du collège de manifestants durant l'après-midi devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le budget 2014 en baisse depuis 4 ans et leur manque de moyens. À ce sujet, le sénateur écologiste Jean-Vincent Placé vient de publier un rapport qui souligne que 41% des commissariats seraient insalubres. Les fonctionnaires yvelinois protestent également contre la plateforme de l'IGPN qui va permettre à des citoyens de dénoncer des comportements de policiers, mais également, autre axe de revendication, la suppression de la prime de risque versée aux élèves policiers. Nous sommes les premiers fonctionnaires d'État à subir de plein fouet cette baisse de rémunération, alors que tous les élus nous disent partout qu'on est les remparts de la République, et notamment les derniers remparts de la République. Ce sont des restrictions budgétaires qui font qu'aujourd'hui dans les services, on a des problèmes pour renouveler le parc automobile ou tout simplement pour acheter des ramettes de papier à la fin de l'année, ce qui est absolument dramatique. Leurs bonnets, à eux, seront blancs. Les enseignants ont aussi leur couleur à la veille d'une grande mobilisation nationale et elle s'annonce suivie contre les nouveaux rythmes scolaires qui doivent être en vigueur à partir de septembre 2014. Nous faisons le point sur cette grève de demain avec Anthony Reich. Un peu moins de 50% des enseignants yvelinois feront grève ce jeudi, selon le syndicat SNUP-FSU. Par exemple, sur la commune de Manille-les-Hameaux, l'école élémentaire André Gide n'ouvrira pas ses portes. Et la moitié, voire les 2/3 des enseignants feront grève dans les autres établissements. À Guyancourt, 6 écoles sur 28 resteront fermées. La journée de protestation saint-quentinoise débutera dès 8h30 avec une assemblée générale à l'école Renoir à Trappes, avant une manifestation devant l'inspection académique à Guyancourt. Tous protestent évidemment contre le passage à la semaine de 4 jours et demi au lieu de 4, mais aussi contre la journée de récupération instaurée ce mercredi par l'Éducation nationale pour compenser le lundi 2 septembre, jour de pré-rentrée, lors de laquelle les enfants n'ont pas eu cours. Les enseignants yvelinois comptent par la suite participer au rassemblement prévu le 20 novembre prochain devant le ministère de l'Éducation nationale pour réclamer d'autres moyens et une autre réforme pour l'école. Les semaines se suivent et se ressemblent sur le plan social avec chaque jour de nouvelles manifestations. Les manifestations se multiplient. Les opposants au mariage pour tous continuent d'ailleurs à se faire entendre. Ils souhaitent même passer à la vitesse supérieure. Un rassemblement vient d'avoir lieu à Versailles avec pour mot d'ordre halte à la famille phobie. Ils refusent la libéralisation de la procréation médicalement assistée ou encore la création d'un statut du beau-parent dans la future loi famille. Une loi en cours d'élaboration et qui sera dévoilée avant mars prochain. On écoute l'un des représentants du mouvement. C'était à Versailles, devant la préfecture samedi dernier. Nous sommes arrivés à 2h cet après-midi, donc il y a un roulement et malgré le temps exécrable d'aujourd'hui, nous avons des personnes qui viennent se poster en sentinelle devant la préfecture des Yvelines pour, comme signe fort et symbolique d'opposition au projet de loi du gouvernement en matière familiale. Le gouvernement aujourd'hui est familophobe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte les besoins des familles. Et nous souhaitons, sur un plan que ce soit éthique ou économique, vraiment proposer une loi familiale, une loi famille alternative. Arrêt de travail abusif, absentéisme, désinsertion professionnelle. La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines veut faire la chasse à tous ces abus. Je reçois pour en parler Aquilino Francisco, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la régulation pour la CPAM des Yvelines et le docteur Valérie Coste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin-chef pour l'échelon local du service médical des Yvelines. La CPAM qui a donné une conférence de presse cet après-midi autour de ce sujet. La fraude, les arrêts de travail qui sont donnés un peu trop facilement quelquefois, ça représente beaucoup d'argent, beaucoup de pertes et de remboursements ensuite pour la CPAM des Yvelines?
Alors, je dirais que d'abord, avant de parler de fraude, la thématique des arrêts de travail représente beaucoup d'argent pour une caisse primaire comme la caisse primaire des Yvelines. Il faut savoir que ça représente à peu près 200 millions d'euros par an qui sont versés au titre des indemnités journalières. Alors, on ne parle pas forcément de fraude ni d'abus, mais c'est vrai qu'il peut y avoir dans ces masses importantes quelques cas qui se rapprochent de la fraude ou de l'abus. Et ces quelques cas, ils sont isolés? Alors, Malgré tout, d'abord, ils sont isolés, on essaye de les détecter. D'abord, c'est pas simple. Donc, il y a à la fois des contrôles administratifs et des contrôles menés par le service médical qui sont réalisés. Donc là, on est plutôt dans la recherche d'abus ou de situations de complaisance éventuelle. Et après, il y a des véritables cas de fraude. Donc, pour cela, ils sont quand même très peu nombreux. Ça représente des sommes, à titre d'information, sur 2012, nous avons eu je dirais une centaine de dossiers et les montants qui sont en jeu ne sont pas comparables avec les 200 millions dont je vous ai parlé tout à l'heure. donc une centaine de dossiers frauduleux ou d'abus, sans être complètement dans la fraude, en tout cas qui étaient litigieux, sur les 527 000 prescriptions d'arrêt de travail pour l'année 2012. Tout à fait. Enfin, je dirais même que, je vais vous donner le chiffre précis, on a eu 4 000 avertissements au titre des contrôles administratifs qui ont été envoyés à des assurés, et pour ces 4 000 avertissements, il y a eu réellement 250 sanctions, c'est-à-dire non-versement en partie ou en totalité des indemnités qui auraient pu ou dû être versées. Qu'ils soient frauduleux ou non, les arrêts de travail sont en hausse dans le département, plus 7% environ pour cette année. Alors tout à fait, on a constaté, alors il y a souvent des effets cycliques sur la thématique des arrêts de travail, et on a constaté depuis le début de l'année 2013 une augmentation importante, alors qui tente à se résorber depuis la mise en œuvre d'actions conjointes avec l'échelon local du service médical, puisque nous avions des taux d'évolution de l'ordre de 10% au mois d'avril, et aujourd'hui effectivement le chiffre que vous avez est de 7%, je dirais même que sur le dernier mois, en octobre, l'augmentation n'est plus que de 6,4%. Et ça, c'est le résultat des actions qui sont menées. Tout à fait, à la fois en termes d'information, sensibilisation, comme on disait tout à l'heure, prévention, et on en parlera, et puis contrôle et surveillance, bien évidemment. Justement, docteur Valérie Coste, vous êtes en charge de ce service de régulation. Comment vous intervenez concrètement pour déjà surveiller, puis aussi peut-être limiter ces arrêts de travail? Bien, cette année, en effet, nous avons mis en place un plan d'action, constatant cette évolution, en renforçant nos équipes et en organisant nos contrôles de manière optimisée et ciblée. C'est-à-dire que nous contrôlons les arrêts de travail sur des critères bien particuliers, avec des outils qui nous permettent de reconstituer le parcours de soins de l'assuré. Et sur ces critères, nos convocations sont judicieuses, deviennent pertinentes, débouchent sur des reprises de travail lorsque c'est tout à fait justifié, et débouchent aussi sur un accompagnement de l'assuré, puisque bien souvent la difficulté sociale et économique amène en effet certains arrêts de travail éventuellement à être prolongés. Donc vous intervenez auprès des assurés Oui. qui auraient sollicité un arrêt de travail, mais est-ce que vous intervenez aussi auprès des professionnels de santé? Nous intervenons auprès des professionnels de santé. Nous essayons de privilégier l'accompagnement, c'est-à-dire que le dialogue, nous rencontrons les professionnels, nous dialoguons en leur apportant des informations sur leurs pratiques, parce que parfois ils n'ont pas cette vision macroscopique de leurs pratiques. Et nous engageons des discussions, nous leur présentons des référentiels, et nous essayons de les sensibiliser en effet sur la prescription des arrêts de travail. Ensuite, vous êtes uniquement dans la prévention? Est-ce qu'il existe des sanctions également? Nous avons des actions un petit peu plus coercitives ou contraignantes, plus ou moins. Alors, nous utilisons la mise sous objectif, qui concerne des professionnels de santé qui ont des prescriptions assez importantes et atypiques. Et en concertation, nous établissons avec eux un objectif de réduction de leur prescription d'arrêt de travail à atteindre sur une durée déterminée. Ensuite, il y a encore plus contraignant, qui est la mise sous accord préalable des arrêts de travail. Et là, chaque arrêt de travail prescrit par le professionnel doit être accompagné d'un argumentaire. Il va être validé par le médecin conseil et les indemnités journalières ne seront versées à l'assuré que si le médecin conseil donne un avis favorable. Mais ça arrive souvent, ce type de sanction, cette mesure dont vous parlez? Ça n'arrive pas forcément souvent, parce que d'abord les ciblages sont des ciblages nationaux et on se veut traiter de façon égalitaire l'ensemble des professionnels de santé de la France entière. Et c'est vrai que, comme le disait le docteur Coste, cette mise en œuvre de cette action est assez chronophage, puisque ça veut dire qu'à chaque arrêt de travail
prescrit ou à prescrire par un professionnel de santé, l'avis du service médical est demandé. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Alors je dirais qu'au-delà du nombre, parce que c'est vrai qu'on a un nombre de professionnels chaque année qui est assez faible, mais c'est surtout je dirais l'image que ça donne pour les autres. Le fait de savoir qu'un confrère a été mis sous accord préalable, je vous assure que c'est assez, ça fait réfléchir. Donc voilà, donc aujourd'hui sur le département des Yvelines, sur l'année 2012, nous avons eu 2 professionnels de santé mis sous accord préalable et 4 professionnels de santé mis sous objectif. Il faut quand même relever que ces 6 professionnels de santé ont atteint les objectifs qui leur étaient fixés. On vient d'en avoir le bilan tout récemment. Donc ça veut dire que le message a été entendu. Et c'est vrai que nous espérons que le message était aussi entendu par leurs confrères. Et là, on était sur la sanction contre ces arrêts de travail, aussi bien pour les assurés, avec ces contrôles aussi qui s'exercent sur les médecins. On va écouter à présent Patrick Négueret, le directeur général de la CPAM des Yvelines. C'était lors de la conférence de presse qui s'est déroulée cet après-midi. Nous lui avons demandé comment la CPAM intervenait en interne pour lutter contre cette hausse des arrêts de travail. Vous allez voir qu'il y a aussi cette notion de prévention. Il faut prévenir. Forcément, si on est en bonne santé, on n'aura pas forcément besoin d'un arrêt de travail. Écoutez. Alors, disons qu'en interne, sur la caisse, nous luttons contre les troubles musculo-squelettiques, déjà, avec l'aide du médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Aussi contre tout ce qui est phénomène de stress. Et puis, nous accompagnons les gens avec les ateliers santé active, notamment pour le mal de dos et la nutrition, pour essayer de faire en sorte qu'ils évitent d'avoir des problèmes de santé dus notamment au mal de dos ou des choses comme ça qui génèrent des arrêts de travail. On est sur la question de la prévention cette fois-ci, ce qui s'applique en interne à la CPAM. J'imagine que vous essayez aussi de l'étendre au plus grand nombre, qu'effectivement il y ait cette notion de prévention, que les gens soient en bonne santé, et prennent attention à leur santé au quotidien. Tout à fait. Je pense que tous les arrêts de travail ne sont pas frauduleux. On va quand même partir de là aussi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ce virage qui est en train d'être pris aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il n'était pas pris par le passé, mais c'est vrai que nous sommes en train de nous rendre compte que malgré toutes les actions mises en œuvre, malgré tous les contrôles, le plus important, c'est que chacun prenne en charge sa propre santé et donc sa bonne santé, si je puis dire. Et c'est vrai que nous sommes engagés dans un certain nombre d'actions dans le département des Yvelines, ayant pour cible principale les assurés, puisque nous avons ouvert aujourd'hui des ateliers santé active, des ateliers qui font passer des messages importants sur la prévention, donc que ce soit la nutrition, le mal de dos ou d'autres thématiques. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment sur la passation de ces messages. Alors, auprès des assurés, comme je vous l'ai dit, mais aussi maintenant auprès des entreprises, puisque c'est vrai que les entreprises sont le partenaire idéal, puisqu'ils ont le même intérêt que la collectivité, à savoir que leurs salariés soient en bonne santé et qu'il y ait un absentéisme le moins important possible. Et donc, nous avons des actions en ce sens. L'action de la CPAM porte sur les arrêts de travail abusifs, sur l'absentéisme, sur la désinsertion professionnelle. Ça correspond à quoi, la désinsertion professionnelle ? Alors, il est important, notamment lorsque les assurés sociaux sont examinés par le médecin conseil, de se projeter dans l'avenir. Que va devenir cet assuré ? Est-ce qu'en fonction de sa pathologie, de son âge et de sa profession, il va pouvoir reprendre son poste de travail ? Donc, c'est une évaluation importante à réaliser de manière à prévenir cette désinsertion professionnelle grâce à des contacts multiples avec le médecin traitant, le médecin du travail, des partenaires extérieurs qui pourront permettre éventuellement une adaptation du poste de travail, un reclassement professionnel, un bilan de compétences. Il ne faut pas s'enfermer dans l'arrêt de travail, se mettre à l'écart du marché du travail. L'objectif est d'éviter cette chronicisation et de favoriser une reprise de travail à un travail quel qu'il soit, avec la formation adéquate, si c'est nécessaire. Juste pour conclure, 13 milliards, c'est le déficit de la sécurité sociale l'an dernier. Avec ce type d'action que vous menez, notamment dans les Yvelines, ça va permettre de résorber un peu ce déficit ? Un tout petit peu. C'est clair qu'il n'y a pas de commune mesure entre le résultat direct des actions qu'on met en œuvre et la résorption d'un déficit de cet ordre-là. Par contre, on s'investit sur le long terme et c'est vrai que le développement de la prévention s'inscrit totalement dans la maîtrise à terme de ces déficits et de l'évolution de ces dépenses. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. La CPAM, donc, qui intervient contre les arrêts de travail abusifs, l'absentéisme et la désinsertion professionnelle. Ce n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale, mais aujourd'hui nous fêtons la gentillesse. C'est la 5e édition de la journée de la gentillesse initiée par le magazine Psychologie. Nous sommes allés à votre rencontre recueillir quelques-unes de vos réactions. C'est bien. Ça devait être au fait, notre manière, notre façon de vivre de tous les jours. C'est un comportement qui est en nous, quoi. Donc c'est ça, au fait, je peux dire comme ça. Je ne savais pas que c'était la journée de la gentillesse, mais
Je pense que c'est très utile. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? Je pense pas que ce soit très utile non plus, mais bon, après, c'est plutôt pas mal En comme gros, concept. on a le droit d'être méchant le reste de l'année, c'est ça? C'est merveilleux, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. On n'est pas forcé qu'il y ait une journée dans l'année pour qu'on soit gentil, quoi. Je pense que on manque parfois de courtoisie, donc voilà, dans la vie de tous les jours, oui. C'est important. Faire plaisir aux femmes, voilà. Être gentil avec les femmes aujourd'hui. Voilà. Vous allez le faire, vous allez l'appliquer? Je vais l'appliquer immédiatement d'ailleurs. C'est la journée de la drague finalement. Vie locale à Voisins-le-Bretonneux. Depuis 2007, c'est la mairie qui propose gratuitement les services d'une conseillère conjugale et familiale, contrairement aux idées reçues. Et les gens ne viennent pas forcément pour des problèmes de couple, comme nous l'explique Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Je viens vous voir parce que j'ai plusieurs enfants, mais dont un qui commence à être grand maintenant, et qui est toujours au domicile et qui me pose pas mal de soucis. À moi, mais aussi au reste de la famille. Je me sens un peu à bout de force, un peu... Voilà, je sais plus. Voilà. C'est difficile pour vous, c'est lourd en fait. Comme cette jeune femme qui rencontre aujourd'hui des difficultés avec son fils, ils sont environ une quinzaine, hommes ou femmes, à venir consulter Odile Caneva, conseillère conjugale et familiale à Voisins-le-Bretonneux. Mise en place gratuitement dès 2007 par le Centre communal d'action sociale, les séances, qui durent en moyenne 50 minutes, accueillent des publics aux problèmes variés. Parents lassés que leurs jeunes adultes vivent encore chez eux, couples dépassés par l'éducation de leurs enfants, difficulté de se faire une place avec la belle famille. La conseillère est à l'écoute sans pour autant être thérapeute ou proposer des solutions miracles à ses patients. Je suis au cœur d'un CCAS. Un CCAS, c'est un endroit où on cherche un logement, où on cherche une aide, on cherche quelque chose de concret. Et quand ils arrivent là, il y a un moment de déphasage souvent, parce qu'ils arrivent un peu avec cette notion de qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Et moi, je vais les aider à qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous. Voilà, donc c'est très différent, c'est les amener à ça. Et moi, mes succès, c'est quand ils me disent oh, « Merci, je me sens tellement plus libérée. Merci, ça m'a fait du bien. Je repars avec du courage. Vous m'avez remotivée. » Alors que ce sont eux qui se sont motivés. Mais ça, ce sont mes victoires. Le reste, ça leur appartient. En France, près de 12% des 25-34 ans habitaient encore le domicile conjugal en 2011, selon Eurostat, une hausse de 3% comparée à 2007. Et selon une étude Fondation d'Auteuil Opinionway parue cet été, les parents sont de plus en plus en manque de repères. Les conseillères conjugales et familiales ne sont pas prêtes de disparaître. La grande collecte des documents de la Première Guerre mondiale, vous le savez, nous en avons déjà parlé, se déroule jusqu'au 16 novembre. Parmi les différents points de collecte, la structure municipale Mémoire de Trappes. Nous y avons rencontré Anne-Marie, dont le grand-père a été mobilisé pendant 4 années. Catherine Zulato, Jonathan Villeman ont recueilli son témoignage. Anne-Marie Laroche tient dans ses mains des cartes postales. Elle tient aussi le livre de compte de son grand-père, Louis, qui dirigeait avant la guerre une entreprise de maçonnerie. Jusqu'au mois de juillet 14, disons, tous les ouvriers, le nom des ouvriers, les jours de travailler, la paye, le nombre d'heures et tout. Donc ça, c'est juillet 1914. Et quand on voit août 1914, il n'y a plus rien, c'est fini. Anne-Marie a retrouvé toute la correspondance de son grand-père parti au front à l'âge de 38 ans. Il écrivait à sa femme, restée à Saint-Arnoux en Yvelines, et à son jeune fils, Pierre, de 8 ans. C'est vrai qu'il était très triste de partir, mobilisé et de quitter sa famille. Et puis, quelques objets aussi qu'il avait façonnés au front, parce qu'il disait parfois que les journées étaient très longues et qu'il s'ennuyait parce qu'ils n'avaient rien à faire. Le temps de monter. C'est paradoxal de savoir qu'il y en a qui se faisaient tuer sur le front et que lui restait à attendre en fait en arrière de monter au front. Il écrivait très souvent qu'il était en bonne santé pour rassurer sa famille et leur faire leur faire savoir qu'il était toujours en vie, c'était très important. Et surtout, il attendait beaucoup de nouvelles de sa famille. Donc souvent, il répétait « j'ai pas reçu de carte aujourd'hui, peut-être en aurai-je demain ». Les conditions atmosphériques difficiles, la pluie, la boue, le froid, la neige, le dégel. Il disait que le dégel était pire encore que le froid et la neige. C'était épouvantable, de la boue partout. Il s'en sortait pas, voilà. Bon, ce qu'il mangeait, je ne sais pas, parce que jamais il en parlait. Il ne se plaignait pas. Anne-Marie a aussi retrouvé une décoration obtenue par son grand-père.
À un moment, il y avait les chevaux aussi qui étaient très importants pour cette guerre. Et à un moment, les chevaux, ils étaient dans un endroit où ils n'avaient plus pas à boire. Il fallait absolument trouver de l'eau pour nourrir, pour abreuver la cavalerie. Et mon grand-père, qui était dans le génie, a creusé un puits et a trouvé de l'eau pour abreuver ses chevaux. Il a été décoré pour cette raison. Pour moi, c'est très important d'honorer la mémoire de mon grand-père, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort, j'avais 6 mois. Donc, je redécouvre mon grand-père et j'en suis très heureuse. Culture, surnommé le soigneur de rue, Manutention répare à l'aide de ses pansements rouges les blessures des villes. Dans le cadre de l'exposition Action Réparation, ces différentes interventions sont présentées jusqu'au 24 novembre. C'est à la commanderie des Templiers à Elancourt où l'ont rencontré Aurélia Debussy et Elodie Moine. Il arpente les villes et intervient partout où l'espace public présente des blessures, des plaies non refermées, des structures cassées et les répare. Emmanuel Bayon, alias Manutention, présente jusqu'au 24 novembre à la commanderie des Templiers à Elancourt l'exposition Action Réparation. À travers des photos, vidéos ou encore témoignages d'habitants croisés lors d'interventions, l'exposition présente ces installations éphémères en bois rouge qui interpellent et questionnent sur l'espace qui nous entoure. Sécuriser en fait l'endroit en premier lieu. Donc via l'intervention, le pansement de secours, je viens sécuriser un endroit et à la fois, c'est aussi d'interpeller un regard sur la blessure de la ville et la plaie qu'elle peut avoir. Le rouge est la couleur qui marque aussi une attention. C'est une couleur qu'on remarque, qu'on ne peut pas rater, qui attire le regard. Mais le rouge, c'est celui aussi de la Croix-Rouge qui renvoie à ma déambulation en tant qu'infirmier des rues ou chirurgien urbain. Et à la fois aussi ce rouge, ce pansement, ça renvoie à une blessure. Des pansements rouges qui se posent, s'encastrent ou sont fixés avec de la ficelle pour combler les manques. Ça pointe le doigt sur un dysfonctionnement, mais c'est pas ce que je mets en avant en premier. Ce que je mets en avant en premier aussi, c'est le fait de solutionner l'espace abîmé. Je pense aux cabines téléphoniques. Il est toujours plus agréable de téléphoner derrière une porte. Je dirais d'avoir ce côté plus intime dans la cabine, avec le bruit des voitures passantes ou du vent dans le combiné. Parce que l'espace qui nous entoure, je trouve ça que c'est une question assez importante. Et comment aussi rendre un espace vivant, comment lui apporter une vie. Je trouve que ça, oui, c'est quelque chose en fait, j'ai envie aussi de questionner le citoyen sur ces aspects-là. Deux informations pour refermer ce journal, deux informations sportives. Après le Vendée Globe, le navigateur versaillais Tanguy Delamotte a pris le départ au Havre de la 11e Transat Jacques Vabre à bord d'Initiative Cœur. Cette course s'effectue en duo et Tanguy a recruté un partenaire plutôt surprenant en la personne du comédien François Damiens. Il navigue direction le Brésil à plus de 5000 km. Dans leur catégorie, il pointe actuellement à la 10e place. Et puis après leur retour en élite la saison dernière et une belle place de demi-finaliste du championnat d'Europe de foot US, les Templiers ont obtenu leur billet pour la Coupe d'Europe version 2014. Vous pourrez donc assister à 4 rencontres au complexe sportif de l'Europe lors de cette deuxième campagne de l'histoire de club. Et les Elancourtois pourront bénéficier du retour à la maison d'un ancien joueur emblématique, Anthony Couvin. Le journal revient demain en direct à 18h. Je recevrai Christine Boutin, l'ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate, aussi conseillère générale des Yvelines, qui part en guerre contre la hausse de la TVA à l'encontre des centres équestres. Excellente soirée sur notre antenne. Vous avez notamment rendez-vous avec Aurélia Debussy pour un nouveau numéro de Kiosque, le magazine culturel.